Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des séries de forums sur la lutte contre le banditisme armé dans la bande ouest du Niger, la paix et la cohésion sociale tenues dans les régions de Maradi, Tawa et Tillabéri. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le rapatriement par deux vols de 1063 Nigériens mendiants dans les rues de Dakar au Sénégal en début de week-end. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de deux amphithéâtres au sein de l'université Abdou Moumoun de Niamey par le chef de l'État Bazoum Mohamed à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de la dite université. Nous terminerons avec du sport avec la qualification des 5 pays africains à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit du Ghana, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc et le Cameroun. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Bonsoir à tous. La région de Maradi a accueilli le 25 mars un forum transfrontalier Niger-Nigeria sur la lutte contre le banditisme armé dans la bande ouest du Niger, rapporte le site de l'agence nigérienne de presse. Selon cette même source, le forum concerne la région de Maradi et les États de Katsina et Zamfara au Nigeria. Il vise donc à créer un espace de dialogue et de concertation entre les communautés des deux pays en vue de l'installation d'une paix durable dans cet espace. Je commence avec Maimouna Diado. Maimouna, donc que doit-on retenir de cette rencontre? Ce qu'on doit retenir de cette rencontre, c'est que d'abord l'initiative est bien accueillie. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que à la fin, donc, les engagements qui seront pris par les deux parties, par les uns et les autres, puissent être concrétisés. Et il est bien beau de se réunir pour espérer avoir la paix, mais comment est-ce que la paix peut revenir s'il n'y a pas un engagement des uns et des autres? C'est ça aussi. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Maradi s'est fait frontière avec le Nigeria et c'est tout à fait normal que les États qui sont au niveau donc, du Nigeria, Zamfara et Katsina puissent être impliqués, puisque nous savons qu'il y a des poches d'insécurité dans cette partie donc, de ces régions. Il y a l'insécurité et cette insécurité est en train de s'infiltrer au niveau de la région de Maradi. Donc il faut que les deux parties, ça veut dire les Nigériens donc du côté de Maradi et du Nigeria, pour ce qui est des deux villes, puissent vraiment s'accorder et s'entretenir véritablement sur les enjeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'il faut faire pour ramener cette paix transfrontalière. Donc, c'est vraiment tout ceci et je pense que c'est une très belle initiative et que de temps à autre, il ne faut pas seulement se limiter à cette première rencontre, il faut élargir cette rencontre pour que tout le monde puisse donner son opinion. Voilà moi ce que je peux retenir de cette rencontre de Maradi. Arimi Abachari, que doit-on retenir de cette rencontre? Bon, je ne dirais pas que c'est une rencontre de plus. C'est d'autant que de part et d'autre, les gens sont concernés par cette insécurité-là. Mais comme on le constatera bien, il y a un acteur essentiel qui n'est pas là, c'est ce qui cause l'insécurité. Et donc les deux parties qui sont victimes se retrouvent, mais c'est pour juste vraiment, je dirais,
échanger des informations, peut-être s'entendre sur des actions conjointes. Voilà. Sinon, on sait tous que les principaux, ceux qui causent, ceux qui volent les animaux, ceux qui tuent, ne font pas partie de cette rencontre-là. Et c'est pourquoi ils agissent de cette manière, c'est ça qu'il faut savoir. Comme on le dit, j'espère que ça va venir dans un très proche avenir pour que les gens s'asseyent autour de la table avec eux, et pour qu'ils disent pourquoi ils font ça et pourquoi ils vont s'engager de ne plus faire. Parce que sinon, oui, c'est bien que le Nigeria et le Niger se retrouvent autour d'une table où vraiment les États de Katsina, de Zamfara et de Maradi se retrouvent autour d'une table pour en parler. Mais je crois que je ne sais pas si ça peut vraiment apporter quelque chose de substantiel dans le cadre de la paix recherchée pour cette zone-là du Niger et du Nigeria. Donc je me dis que c'est comme quand ici, par exemple, au Nigeria, on sait que la plupart de ceux les gens qui interviennent pour tuer, pour voler, pour piller, c'est généralement des Nigérians. OK? Oui, donc parler avec les autorités nigérianes, avec la société civile, ainsi de suite, c'est important. Mais comme Boko Haram, on sait que la plupart, en tout cas, jusqu'en 2015 au moins, les gens venaient du Nigeria pour attaquer. Bon, est-ce que le Niger et le Nigeria et le Tchad n'étaient pas déjà en collaboration? Donc le forum, oui, parce que c'est important d'en parler, c'est important de dire des choses. Il faut aussi impliquer l'autre voilà, partie. mais il faut trouver les voies et moyens pour parler, en tout cas pour influencer l'autre partie. Et le forum, je ne sais pas si ça peut influencer vraiment. Hussein Issa, êtes-vous optimiste quant à la concrétisation d'une concertation entre ces deux communautés? Bon, mais est-ce que c'est deux communautés qui se bagarrent? C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'Arimi vient de dire. Moi, ces histoires de forum-là, des réunions de ceci, de cela, ou des gens qui n'ont rien à voir, peut-être qu'ils sont loin de l'affaire, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils sont victimes de la belligérance, mais ceux qui posent ces actes-là, vous pensez que ce forum-là va leur dire quelque chose? Ils viennent, ils volent les bétails, ils prennent des gens en otage, ils demandent de l'argent. Vous pensez parce que des individus se sont réunis pour échanger sur les modalités, c'est ça qui va leur empêcher ou c'est ça qui va les... Non, réunissez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, discutez de ce que vous avez envie de discuter. Mais nous allons continuer. Créons les conditions pour savoir exactement ces gens-là. Je suis tout entièrement d'accord avec Armi, qui viennent, qu'on puisse au moins identifier, ne serait-ce que des responsables qui peuvent venir pour poser les problèmes, pour qu'on puisse trouver des solutions. Autre forum se tenu le 25 et 27 mars à Tilia, région de Tawa et à Tilaberi. La paix et la coexistence pacifique entre les communautés. La sécurité et le développement durable étaient au centre des échanges. Maïmouna Gado, alors, quelle autre appréciation faites-vous de ces initiatives donc, pour les régions touchées par l'insécurité? Bon, pour ce qui est de la région de Tilaberi, Fatih, nous savons que cette région est affectée depuis 2017, c'est ça? 2017. Mais est-ce que là, un forum peut résoudre le problème au niveau de la région de Tilaberi? La région de Tilaberi, en fait, parce que quand on regarde le forum, la salle peut prendre combien de personnes? Et à ce forum, moi, je n'ai pas entendu, en tout cas, les plus concernés, ça veut dire les plus vulnérables à cette insécurité. Et qui sont ces plus vulnérables? Oui, les femmes et les jeunes, surtout les femmes. Je n'ai pas entendu la voix de ces femmes, en fait, parce que ce sont des décisions qui incluent également ces femmes. Donc, si au moment où se tient le forum, il y a des attaques un peu partout, aux alentours donc, de cette région de Tilaberi, moi, je ne vois pas en quoi la nécessité d'organiser un forum. La nécessité, tout le monde connaît aujourd'hui c'est quoi la nécessité.
c'est de venir à bout de cette insécurité. Et maintenant, pour venir à bout de cette insécurité, on l'a toujours dit, c'est d'organiser nos forces de défense et de sécurité, de leur donner les moyens de combattre cette insécurité. Mais ceux qui étaient au forum, mais ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Mais est-ce que véritablement même celui qui est venu les écouter peut s'engager, en tout cas à côté de ces gens-là, de ces personnes-là, qui ont dit ce qu'eux, ils ont sous le cœur, de résoudre le problème? Ça sera difficile. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement un forum de plus. Arimi Abakari, quelle appréciation faites-vous de ces initiatives pour les régions touchées par l'insécurité et aussi quels peuvent être les enjeux de ces rencontres? Si j'ai bien compris pour Tillabéri et Tawa, c'est vraiment des Nigériens qui se sont retrouvés autour de la table, n'est-ce pas, des ressortissants de cette région-là, des acteurs vraiment qui vivent sur le terrain, qui se sont réunis pour en parler. Comme je le disais tantôt, c'est toujours bien de s'asseoir autour de la table pour échanger des informations, pour se dire des choses. Au-delà, à Tillabéri, je pense que c'est une très bonne chose parce que chaque région, c'est plusieurs communautés. Et malheureusement, il est arrivé que certaines communautés, n'est-ce pas, ou vice-versa, s'accusent entre elles pour dire que non, c'est les ressortissants de telle communauté qui s'en prennent à telle. Ça, c'est essentiel qu'on aplatisse vraiment les différends. Qu'on se dise que non, l'ennemi, il n'est ni pour telle ou telle autre communauté, l'ennemi œuvre pour lui-même. Ça, c'est important, je crois, parce que c'est des communautés qui vivent depuis des dizaines, des centaines, voire des centaines d'années ensemble. Pourquoi exactement en ce moment il y a ce problème? Qu'il y ait des membres de ces communautés ou pas parmi les agresseurs, ça ne doit pas enlever un brin vraiment de la confiance qui a toujours régné entre ces communautés-là. J'espère qu'ils ont su se dire ces réalités-là, qu'ils ont su se dire ces vérités-là, et que l'ennemi, il faut aller le chercher ailleurs. Il est là-bas, il roule à moto, il roule pour lui-même et peut-être pour sa proche famille. Souvent même, ce n'est même pas vrai. Donc, c'est de l'autre côté qu'il faut aller chercher l'ennemi. Je crois que ça peut concilier les gens, faciliter le vivre ensemble entre ces communautés-là. Je pense que ce n'était pas mauvais en soi qu'à Tawa, parce que Tawa aussi, c'est vraiment les Nigériens qui se sont retrouvés. À Tillabéri, c'est la même chose. Oui, on peut parler de ça pour que les gens ne s'accusent pas les uns les autres pour dire que non, c'est parmi nous. Non, il y en a qui sont complices de ce qui se passe, alors qu'en principe, non. Oui, Arimi, quels peuvent être les enjeux autour de ces rencontres? L'enjeu de taille, c'est la question vraiment de vivre ensemble. C'est-à-dire, est-ce que les gens, on les met, ils sont ensemble? Est-ce qu'il y a des raisons qu'il n'ait pas confiance entre eux? Ça, c'est vraiment, je crois que c'est essentiel. S'ils ont, parce que en ce qui semble, il y a eu beaucoup de communication, vraiment des intellectuels, des chercheurs, des connaisseurs du territoire ont eu à parler. Et je crois que c'est pour un peu remuer cette fibre vraiment de ce qu'ils partagent ensemble, à savoir vraiment ce terroir commun depuis des dizaines, des centaines d'années que les gens sont ensemble. Je crois que c'est ça le plus important. Passons à présent au second point de ce forum de la presse. Le gouvernement nigérien, en fin de semaine dernière, a procédé au rapatriement par 2 vols de 1063 Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar. Au Sénégal, c'est un reportage d'une télévision sénégalaise qui a révélé l'affaire montrant des mendiants qui errent dans les rues de Dakar. Selon une source de l'ambassade du Niger au Sénégal contactée par le studio Kalangou, la majorité de ces mendiants est constituée d'enfants dont l'âge varie entre 0 et 15 ans.
Cette opération de rapatriement est l'une des mesures urgentes prises par les autorités face à cette pratique de mendicité dans d'autres pays voisins. Husseini Issa, quelle appréciation faites-vous de cette mesure prise de l'immédiat par le gouvernement? Moi, j'ai dit, Oui. par rapport à ce genre de phénomène-là, interrogeons les causes profondes. Qu'est-ce qui pousse les gens? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à quitter chez lui pour aller quelque part là? Bon, dans un premier temps, c'était l'Algérie, c'était un peu la Libye, avant l'effondrement de la Libye. Parce qu'on peut considérer que là-bas, il est possible de se faire beaucoup plus d'argent. N'est-ce pas? Mais maintenant que des gens se lèvent pour aller jusqu'à Dakar, même le fait de transport fait autour de 100 000 par la route. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des causes, il y a des raisons profondes. Mais bon, ça a scandalisé. Parce qu'on a montré à travers des images, voilà des Nigériens qui quittent chez eux là-bas. Avec des enfants, des femmes et tout, des accompagnants, des hommes, pour aller chercher de l'argent. Et qui sont là sur le pavé à Dakar en train de courir, là où il y a des véhicules qui roulent à 100 à l'heure. C'est choquant. Ils les ont fait revenir. N'est-ce pas? On dit on va les ramener dans leur localité. Ok, on va les ramener. Mais maintenant, comment faire pour les maintenir? Parce que toute la problématique est là. Les histoires concernant l'Algérie, bien avant que l'affaire de Dakar ne soit révélée, en Algérie déjà, on a rapatrié plus de 1000 la semaine. 1000. Oui, Hussein Issa. Alors, quel suivi en vue d'empêcher donc leur retour à l'extérieur? Quel suivi? Les gens ont trouvé de quoi manger. C'est des opérations où des gens vont trouver leur compte. Voilà ma conviction. Parce qu'il y a quand même, comme on avait dit, une loi qui a été prise qui criminalise le trafic humain. Un temps, à Agadez, on a pris des gens, les passeurs et tout. On a un peu intimidé, les gens ont arrêté, mais ça a continué par la suite. Parce que le problème de ce pays, c'est qu'on initie quelque chose, on commence dans un premier temps, au bout de quelques temps, tout le monde oublie et tout le monde ferme les yeux. Et ça prend encore de l'ampleur. On va les ramener, tantôt Kanké, tantôt on a dit, quelle autre localité là? Magaria. On va les ramener. Ok, d'accord, vous les avez ramenés, vous allez mettre derrière chaque migrant là un policier pour dire, bon, surveille cette famille-là. Vous avez cette possibilité-là de pouvoir mettre des policiers pour pouvoir surveiller. La difficulté est là. Et posons le problème en face, regardons le problème en face. C'est quoi? Parce qu'à l'époque, c'était un phénomène vraiment marginal. Aujourd'hui, ça a pris une autre dimension. C'est devenu un fait de société où les gens ont transformé la mendicité en commerce, une activité lucrative. Voilà, Maïmouna Diado. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette opération de rapatriement donc, entreprise par le gouvernement nigérien? D'abord, Fatih, j'étais scandalisée quand j'ai vu ça sur la chaîne la télévision sénégalaise, qu'on montre des femmes surtout et de nombreux enfants, des petits-enfants de 0 à 15 ans. De 0 à 15 ans en train de mendier dans la ville de Dakar, et qu'on voit qu'en fait, il y a plus de femmes que d'hommes. Maintenant, c'est un réseau qui est là. Parce que les personnes vulnérables sont là. Et le fait que ce réseau est en train d'organiser ces hommes et ces femmes vers la mendicité, les prendre pour les amener là-bas, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'est jamais parti à l'école, qui ne sait même pas où se trouve Dakar, comment est-ce que cette personne peut se retrouver de l'autre côté, si ce n'est pas un trafic qui est là? Donc, l'État du Niger les a ramenés, rapatriés au Niger. Mais comment est-ce que l'État du Niger aujourd'hui, le gouvernement compte faire pour empêcher que ces mêmes personnes ne retournent cette fois-ci pas à Dakar, mais dans un autre pays? Parce qu'on a beau décrire cette situation. Les femmes, je me rappelle de Kanché, c'était d'abord les femmes qui partaient en grand nombre. On a essayé d'organiser ces femmes en coopérative en leur donnant les moyens
de faire au moins les cultures de contre-saison, de faire les travaux manuels pour pouvoir rester sur place. Mais on constate qu'à chaque fois, c'est la même région qui est touchée. C'est les mêmes localités, les femmes de ces mêmes localités et de ces hommes qui y vont encore en migration. Mais il faut se poser la question. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, Memouna, nous allons à présent écouter Arimi Abachari, le porte-parole du gouvernement, a au cours d'un point de presse à Niamey indiqué qu'il s'agit plutôt d'un trafic illicite de migrants et de la traite des personnes organisées par des groupes criminels en direction des pays voisins et même au-delà. Alors, qu'en pensez-vous? D'abord, n'oublions pas que nous sommes dans un pays, notre propre budget national, plus de 40%, c'est l'aide extérieure. OK? Bien sûr. Maintenant, au-delà, après avoir vraiment apporté cette précision-là, si on veut résoudre ce problème, il faut bien poser, comme on dit, un problème correctement posé et à moitié résolu. Mais cette histoire de trafiquants-là, si on ne met pas ça à l'écart pour dire que ce qui peut pousser la souris à rentrer dans le feu est plus chaud que le feu, on ne va jamais résoudre ce problème-là. Moi, je suis allé à Kanché plusieurs fois et j'ai beaucoup discuté avec ces personnes qui effectuent le déplacement. Mais quand le problème s'est posé avec l'Algérie, ici, jusqu'au premier responsable du pays, les gens ont dit non, c'est du trafic de personnes. Les camions, les 4x4 qui amènent les migrants ramènent des armes. Quand on pose faussement le problème, on fausse la solution. Il y a des zones aujourd'hui dans la région de Zander, notamment vers Kanché, où la pression de la population a atteint un seuil où il est quasi difficile d'exploiter la terre. Un maire d'une des communes s'est confié à moi, j'ai mis ça dans un film d'ailleurs, il disait qu'ils sont à 13 habitants au kilomètre carré. Alors que la moyenne dans notre pays, tout le monde sait que c'est nettement en deçà de 7 habitants au kilomètre carré. N'est-ce pas? Les femmes te disent que leurs maris ne peuvent pas cultiver au-delà de 7 jours leurs champs parce que c'est des portions de terre qu'ils ont comme ça, tout petit. Après, on ne peut pas cultiver pendant 7 jours et entretenir une famille avec la récolte, entretenir une famille pendant 1 an. C'est concret. Avant, les populations de cette zone-là partaient au Nigeria, qui pour faire du commerce, qui pour vraiment faire des travaux vraiment physiques, n'est-ce pas, et rapporter quelque chose à leur famille. Aujourd'hui, on en a parlé il y a quelques instants, ça ne va pas dans le nord Nigeria. Tout le monde le sait. Les gens là partaient en Libye pour ramener, ils travaillaient. Même aujourd'hui, il y a plein de Nigériens qui travaillent là-bas, ils ne mendient pas physiquement et qui rapportent des choses. Ce n'est plus possible en Libye. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi faut-il mettre l'accent? La réalité, pour c'est que ça ne va pas. Vous avez vu sur les 1063, n'est-ce pas, à part 2 de Myria et 2 de Tanout, tous sont de Magaria et de Kanché. N'est-ce pas? C'est 2 communes voisines, 2 départements voisins. Autrement dit, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut prendre le taureau par le corne et l'affronter. Ils te disent qu'ils ont de l'eau dans leur sous-sol, mais ils n'ont pas les moyens de la lever. Les gens ont fait des feux de paille, ils ont jeté de la poudre aux yeux pour dire qu'ils ont créé des coopératives. Moi, quand je suis allé, les 2 coopératives que j'ai vues, de 20 femmes chacune, on leur a donné des trucs pour faire transformer. On leur donne d'abord l'arachide qu'on leur donne à transformer et importer, n'est-ce pas? Et le matériel est inadéquat parce que tout était cassé et elles utilisaient des mortiers pour battre les arachides. Donc, c'est concret, c'est un problème qui se pose dans ce pays. Il faut résoudre partout, au cas par cas. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'animaux, ils ne peuvent pas rester.
Il y en a qui sont riches malheureusement, parmi les mendiants. N'est-ce pas? On m'a montré une vieille qui aurait un célibatérium, une autre. De la mendicité. Oui, et qui continue à mendier. Et une autre personne qui aurait un moulin, des trucs comme ça, mais qui continue à mendier. Mais ça, ce n'est même pas 1%, je suis convaincu. L'essentiel des personnes qui partent, n'est-ce pas, sont dans les besoins. Et malheureusement, c'est chemin faisant que ça devient un métier, malheureusement pour eux. Comme elle l'a dit, d'abord, beaucoup n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas faire grand-chose. Et la peur du lendemain étant là, ils ne peuvent que continuer à mendier. Il faut éviter que tous ces enfants qui partent avec eux, n'est-ce pas, se professionnalisent dans ça. Mais, tel que les choses se font dans ce pays aujourd'hui, une partie de nos frères, enfants et autres, ils sont avec les terroristes. N'est-ce pas? L'agresseur était au début peut-être étranger. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont aussi dans ça. N'est-ce pas? La même chose, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui vont tendre la main. C'est les deux choix qu'ils ont. Puisqu'ils n'ont pas de boulot, où est le travail? Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils restent? Si tu n'as pas de champ, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas appris un métier, n'est-ce pas? Tu fais quoi? Et l'État qui est absent en termes d'accompagnement. Mais il faut créer, vraiment, il faut analyser ce problème-là au fond. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Confier aux chercheurs, vraiment aux sociologues, faire le travail de fond. Le Nigérien était fier, non? Le Nigérien est fier jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont plus choqués parce que c'est le Sénégal et que c'est un pays avec lequel on partage beaucoup de réalités. Mais écoutez, ça dépasse l'émotion, cette affaire. Il faut le régler depuis sa source. Vraiment, la racine, il faut savoir c'est quoi. Ces personnes-là qui partent aujourd'hui, il y a quelques années, étaient aussi tout fiers, n'est-ce pas, d'être de leur localité, d'être fils de tel, d'être celui-ci. C'est tout le monde, le sentiment est peut-être normal, mais il faut le régler. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour dire non, c'est les gens qui les transportent. On les ramène en avion. Mais si on les ramène, qu'est-ce qu'on leur propose? Les gens, les femmes du quartier, quand tu les rencontres, elles te disent on se sent chez nous dans une prison. Elles ont envie de partir. Donc retenez-les. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est un pays, c'est notre devoir, c'est le devoir vraiment de la nation, aussi vraiment de sauver d'une situation, même si c'est pour de l'intérêt vraiment un peu machin qu'ils le font. Il faut les sauver. Il faut les sauver et c'est l'État qui doit faire ce travail. Ce n'est pas quelqu'un. Les ONG ne peuvent pas, n'ont pas les moyens, il ne faut pas croire. Nous passons à présent au troisième sujet du forum de la presse de ce soir. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé le 23 mars dernier à l'inauguration de 2 amphithéâtres et à la pose de la première pierre d'un amphithéâtre de 2000 places à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Il s'agit à travers ces investissements de doter l'UAM d'infrastructures aux normes de qualité pour le développement de l'enseignement supérieur. Hussein Issa, est-ce un offre de soulagement pour les étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey? En fait, le discours a cessé de me dire quelque chose dans ce pays. Ça, c'est facile. Je peux choisir les mots que je veux pour embellir un peu et puis séduire mon auditoire. Mais ça ne me dit absolument rien du tout. Ouf de soulagement. Quel ouf de soulagement. On s'est levé un beau matin, on dit non, on va démultiplier les universités. Il faut que chaque région, sans pouvoir faire des calculs de faisabilité, des projections et tout. On est allé prendre des locaux de quelque part, on a dit, bon, partout on va mettre des universités. On va décongestionner un peu parce que l'université de Niamey ne pouvait pas continuer. Mais on s'est mis à démultiplier les universités. Alors qu'on pouvait se contenter dans un premier temps, renforcer les capacités des universités qui ont été créées à l'intérieur, progressivement avec les ressources. On s'est levé un beau matin, on dit non, il faut que chaque région dispose de son université. Une bêtise. Une grosse bêtise. Il y a des universités aujourd'hui, je n'ai pas besoin de citer, où ils squattent dans comme on avait dit, il n'y a pas de site véritablement pour ces universités-là. N'est-ce pas? Maintenant,
On dit le problème qui se pose à l'université de Niamey, il y a le problème de, comment vais-je dire, d'abord le problème d'infrastructure, n'est-ce pas? Bon, Bazoum Ali, il a inauguré 2 hangars où on dit tente marocaine, amphithéâtre. Alors, en quoi ça va régler le problème? Il a posé quelques briques. On dit, bon, il y aura 2000 places, amphi de 2000 places. Celui qui l'a précédé, il avait promis de renforcer les capacités de l'université. Il a passé 10 ans. On peut compter sur les bouts des doigts ce qui a pu être fait comme réalisation au profit de l'université. N'est-ce pas? Pendant 10 ans. Maintenant, bon, il faut sortir un peu de ce schéma-là. Moi, je vais montrer que je vais tente marocaine. Tente marocaine. On dit amphi, en plus. Tente marocaine, amphi. Comment peut-on dire à des tentes qu'on peut considérer que c'est des amphis? On dit, bon, durée de vie, 5-7 ans. Amphi. Alors, quand on regarde un peu le prix de la chose, on se pose des questions. Quand on crée les amphis qui sont là, c'est des amphis, quand ils rentrent, quand bien même il n'y a pas l'entretien nécessaire et tout, on sent que c'est des choses qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. On va construire des choses, des infrastructures qui vont durer 7 ans. C'est-à-dire au bout de 7 ans, il faut encore reconstruire, il faut encore dégager de l'argent. Parce que tout simplement, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de projection par rapport aux infrastructures. On voit les choses grandir, on voit les flux chaque année augmenter, mais on ne se projette pas pour pouvoir créer les infrastructures, pour pouvoir créer. Parce que dans tous les cas, les gens font de parallèles. Chaque fois, on dit, ah, la natalité, la forte natalité. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Dans tous les pays du monde, les gens naissent tous les jours parce qu'il y a une société appelée à se rajeunir, à se rajeunir. Qu'on dise non, c'est à cause de la forte natalité et tout. C'est des faux fuyants. C'est parce que tout simplement, l'argent public là est mal dépensé. Il y a des secteurs prioritaires aujourd'hui. Tu prends la santé, tu prends l'éducation. Les gens prennent l'argent public pour s'enrichir personnellement pendant que les besoins sont là dans le secteur de la santé, de l'agriculture, un peu partout. On crée des structures, on dit c'est pour aider les paysans. Les paysans ne voient rien. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut développer ou on veut aider, créer les conditions pour que les gens s'enrichissent. Même Diado, alors comment le gouvernement doit-il accompagner les universités publiques pour qu'elles puissent honorer leur engagement? Comment est-ce que l'État doit accompagner ces universités publiques? D'abord, comment est-ce que l'État doit faire pour créer les conditions d'accompagner l'école publique nigérienne? C'est ça aussi la question. Parce que les universités font partie de l'école publique nigérienne. Maintenant, est-ce que ces étudiants-là, est-ce que c'est vrai, il faut à chaque fois peut-être venir dire que pose pierre pour la construction d'amphithéâtre, mais il faut regarder d'abord les conditions d'études. Les conditions d'études de ces étudiants d'abord. Il faut essayer de voir aujourd'hui même les bus qui les transportent. Comment est-ce que ces étudiants se retrouvent dans ces bus-là? C'est des bus, on dirait que ces étudiants sont des sardines. Parce que les bus sont tellement remplis que tu es obligé de t'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Maintenant, on fait des infrastructures. Mais est-ce qu'avec ces infrastructures, on essaie d'améliorer les conditions de vie et d'études de ces étudiants? Parce que, comme l'a dit Hussein, chaque région, on a dit maintenant, il faut aller vers créer les universités. Aujourd'hui, tout le monde sait comment les universités, même Tawa, Difa, je pense bien, Tillabéri, ces universités sont en train de végéter dans la misère. Il n'y a pas de conditions, ni de vie, ni de travail. Si aujourd'hui l'université de Niamey a peut-être est meilleure, plus meilleure que les autres universités qui sont dans les autres régions, c'est parce que c'est Niamey. Mais nous pensons que l'État doit s'efforcer de regarder la réalité de l'école nationale, l'école publique. Parce que quand on regarde l'école publique, du primaire jusqu'à l'université, il n'y a plus
en tout cas, la qualité qui sort de ces écoles. Parce que les moyens ne sont pas, en tout cas, à la hauteur de ces élèves-là, de ces étudiants-là. Les étudiants, on dit que c'est des étudiants qui deviennent des enseignants-chercheurs par après. Des étudiants aujourd'hui qui n'arrivent même pas, on dit agronomie. Nous, on ne voit pas ce que les étudiants en agronomie sont en train de faire. En train de réfléchir pour le Niger, pour le pays. On regarde, quand on regarde, par exemple, dans les autres universités, au Burkina, Dakar, on voit ce que les étudiants réalisent. Mais ici, est-ce que les moyens sont mis à la disposition de ces étudiants-là qui veulent, par exemple, faire de l'agronomie? Est-ce que les moyens sont mis à la disposition de ces étudiants-là pour pouvoir faire quelque chose, pour réfléchir à quelque chose? Déjà que les enseignants-chercheurs que nous avons, parce que j'ai entendu le président de la République incriminer ces enseignants-chercheurs pour leur dire que la faute aussi incombe à ces enseignants-chercheurs. Parce que quand ils n'ont pas leur salaire à temps, ils vont en grève. Mais c'est un droit aussi. Donc, il faut créer les conditions pour que ces enseignants-chercheurs ne partent pas en grève. Est-ce que vous avez quelque chose à Oui, ajouter? bien sûr. À bien écouter Ousseini, ça y est, les universités aussi ont leur classe en paillotte. C'est autrement dit vraiment des solutions, des facilités qui ont été trouvées. Or, le véritable problème auquel vraiment les gouvernants doivent faire face, c'est qu'il y a des secteurs dans la vie d'une nation qui doivent être nécessairement prioritaires. C'est le cas de l'école et malheureusement, ce n'est pas prioritaire. L'école est à moins de quoi, à 10% dans le budget du pays, n'est-ce pas? Et en même temps, des gens se plaignent qu'on fait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Alors que tous ces enfants qui sont à l'université ne sont pas nés pendant qu'eux, ils sont au pouvoir. Ils sont déjà là. Donc, avant même de postuler pour être président, pour avoir le pouvoir, être ministre d'un pays, c'est déjà, ces enfants-là, on sait qu'on doit les prendre en charge. Autrement dit, nos gouvernements doivent fermer les yeux, prendre leur courage à deux mains pour résoudre le problème de l'école en investissant de façon efficiente, mais abondamment. C'est le seul moyen de lutter, de régler le problème de l'école et même le problème qui les dérange, qu'on ait beaucoup d'enfants, c'est la seule façon de les régler. C'est-à-dire, c'est de faux fuyants que de dire que les enfants, les Nigériens font beaucoup d'enfants, on ne peut pas. Mais toute la population du Niger, dans certains pays, c'est des scolaires. On ne dépasse pas les scolaires du Nigeria aujourd'hui. Au Nigeria, qu'on critique tant, il y a plus de 20 millions de scolaires, c'est sûr. Nous, on est 20 millions. Et les pères, et les mères, et les enfants. N'est-ce pas, d'habitants? Et on n'arrive pas à régler. Mais sincèrement, les gens ils ne mettent pas les moyens, n'est-ce pas? Ils mettent les moyens là où ça les intéresse, là où ça avantage les leurs, et ils regardent faire. Mais sincèrement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de classes, beaucoup d'universités, c'est bien. Mais il faut que les universités répondent à titre vraiment d'université. Donc, aujourd'hui, tellement on n'a pas réglé le problème de l'université la plus ancienne de Niamey, qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en réalité ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'université de Difa? Je sais qu'il y a un recteur, un vice-recteur, qu'il communique par rapport à l'environnement et tout, je sais, n'est-ce pas? Mais où sont les étudiants qui sortent depuis? N'est-ce pas? Où est-ce qu'on les a affectés? Où est-ce qu'on les a orientés? Tout ça, donc c'est vraiment un problème. Le problème de l'école en général, mais aussi de l'université, mérite d'être pris à bras le corps par nos gouvernants. Ils doivent être courageux. Il ne faut pas vraiment se plier aux exigences des partenaires. Mais un partenaire qui vient te dire je veux t'aider, mais il ne faut pas mettre de l'argent dans l'éducation en général, mais il ne t'aime pas, il n'aime pas le pays, il ne faut pas nous tromper. Je vais juste rajouter quelque chose pour le compléter, parce qu'il est question aussi de recruter des enseignants. 173 enseignants. Oui, voilà. Alors, 173 enseignants. Voilà. Mais moi, ça m'a fait rire. Voilà. Ça m'a fait rire parce que la politique dans ce domaine-là, cette politique-là, l'État a créé une situation où on bloquait les étudiants qui avaient envie d'aller se former
au doctorat. Moi, je sais de quoi je parle. C'est notre temps, on sait. Je sais de quoi je parle. Très bien. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont trouver ce nombre-là qu'ils sont en train de solliciter, de vouloir recruter? Ils avaient mis fin à la coopération technique où des Blancs venaient enseigner. Ils avaient mis fin à tout ça. Et on a créé en même temps une politique où il fallait systématiquement bloquer. Alors, on est dans une situation où aujourd'hui, on a besoin d'enseignants, mais où les trouver? Où Voilà. Et en plus, qu'on n'est même pas capable dans ce pays de recruter correctement un employé au Niger aujourd'hui, on est vraiment incapable. Non, il faut aller prendre, il faut voir quel lien il y a entre cet employé-là et ceux qui disent, mais on est dans quoi? Et le sport, pour terminer ce forum de la presse, les 5 pays qui représentent le continent africain à la Coupe du monde de football Qatar 2022 sont officiellement connus. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie. Arimi Abachari, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces pays qui porteront donc le flambeau de l'Afrique au Qatar? Mais écoutez, sincèrement, d'abord il faut faire. Je suis Camerounais en football là. J'aime bien le Cameroun et j'étais triste juste avant de dormir de voir que le Sénégal l'Algérie était sur le point de se qualifier parce que je supportais le Cameroun. Mais il faut savoir aujourd'hui la composition de toutes les équipes africaines, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie ou le Ghana. La composition de ces équipes-là, les joueurs qui les composent ont les moyens de compétir vraiment, de faire jeu égal vraiment avec n'importe quelle équipe au monde. Malheureusement, le football, comme on le sait, il y en a dont le dossier est vieux, n'est-ce pas? Si tu prends le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et même la France aujourd'hui, ils sont sur beaucoup de plans en avance sur nous. Mais je pense que cette fois encore, on pourrait peut-être aller en quart de finale. Ça dépend du tirage qui va se faire demain. Parce que le tirage pour la phase finale, les groupes seront connus demain. Mais on a vraiment de très belles équipes, de très grands joueurs aujourd'hui. Le Cameroun, le Sénégal compte à son sein le meilleur gardien du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde avec Sadio Mané. Et même tous les autres postes sont occupés aussi par des joueurs, pas des moindres. Je pense qu'on a le moyen de tutoyer, de faire jeu égal avec toutes les équipes du monde entier. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous serons dans les mêmes réalités quand on est dans un contexte comme quand une équipe comme le Nigeria peut se faire éliminer vraiment n'importe comment, ou la Côte d'Ivoire, malgré sa qualité de joueur qui compose l'équipe, peut être éliminée dès le premier tour de la CAN? On ne sait pas. Mais toujours est-il que le football africain est en nette évolution et je pense que nos équipes... comme disent les Hausa, suna iya suka yi abin a zo a gani. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je suis seulement content. Il y a 3 pays subsahariens. Et il y a 2 machins, c'est équilibré. C'est équilibré. Bon, l'Égypte, c'est une belle équipe. Voilà, c'est tout. Je souhaite vraiment qu'ils puissent nous émerveiller. Mais je n'ai pas grand chose à dire parce que... Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Merci à nos invités. Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Hussein Issa, journaliste indépendant. Maimouna Diado, journaliste indépendante. À la présentation, Fatih Zakari. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Merci à la technique qui est assurée par Mustapha Ayouba. La régie est assurée par Issa Lawali. Au revoir.